maintenant. Ok. Donc du coup, l'objectif de cette formation, c'est de parler des GAN, donc Generative Adversarial Networks. L'idée, dans un premier temps, c'est de faire un peu un truc BIS-friendly où on explique qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche intuitivement. Et dans un deuxième temps, on va parler plus code, genre on va faire du Keras et essayer de débroussailler vraiment en détail comment c'est articulé. Donc du coup, les GAN, ça a été introduit par Ian Goodfellow en 2014, donc dans NIPS, donc qui est quand même une grosse conférence. Et donc ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que ça a été décrit par Yann Lequin comme l'idée la plus intéressante des 10 dernières années. Donc ça vaut le coup de se pencher dessus et de savoir ce que c'est. Ok, du coup, pourquoi les GAN? Donc l'intérêt des GAN, il y en a deux. Le premier, c'est de générer de la donnée. Donc générer de la donnée artificielle. Actuellement, imaginez vous voulez des photos de chats. L'idée c'est que soit vous voulez vous arrivez à récolter plein de photos un peu partout et vous les labellisez à la main en disant ok il y a des chats, ou vous laissez par exemple comme Google faire vos utilisateurs la labellisation et comme ça vous récupérez des données de chats. Mais si vous n'êtes pas Google et si vous n'avez pas accès à des millions d'utilisateurs qui peuvent faire le travail pour vous, vous devez générer des données artificielles pour travailler dessus. Et donc du coup, c'est un premier intérêt. C'est tu vas pouvoir accéder à des données auxquelles tu n'aurais pas accès sinon. Et donc il y a un domaine notamment où c'est très intéressant, c'est le médical. Comment on fait pour générer des données sur des données médicales? Parce qu'on ne veut pas justement prendre quelqu'un malade, lui donner un traitement et voir les résultats pour avoir des trucs, pour avoir des données. Donc du coup, il y a notamment un papier qui est sorti en 2017 où justement ils ont utilisé les GAN pour générer des données médicales artificielles. Donc c'est quand même d'un intérêt majeur dans des domaines un peu sous contrainte. Le deuxième point des GAN, c'est d'arriver à discriminer la donnée. Discriminer la donnée, pourquoi? Donc, les réseaux de neurones, actuellement, en fait, il y a un enjeu de sécurité autour des réseaux de neurones, c'est, a priori, on leur donne une image de chat. Bon, ils disent que c'est un chat, très bien. Mais si je suis un peu malveillant, je peux faire ce qu'on appelle une attaque adversariale et lui faire croire que c'est pas un chat. Donc ici, en fait, ce qui se passe, donc on part d'une photo de panda à gauche. Notre réseau de neurones, il a dit, ok, je fais à peu près confiance, 60% de chance que ce soit un panda. En fait, on va lui rajouter un sorte de filtre par-dessus la photo. Il y a des filtres Snapchat qui rendent les photos en jaune, par exemple, en jauni. Et bien là, en fait, on va ajouter des filtres qui sont invisibles à l'œil nu et qui vont, par exemple, dans ce cas-là, prendre des parties un peu très caractéristiques d'un chimpanzé. Et donc du coup, ça ne va pas se voir sur l'image en tant que telle, mais le réseau de neurones, quand il va traiter la... Ok, il y a du monde qui arrive. Du coup, je mets en pause 2 secondes. Non, ok, je continue. Très bien. Donc du coup, on va ajouter en fait des parties très caractéristiques des chimpanzés par-dessus l'image de panda. Et c'est pas visible à l'œil nu, mais le réseau de neurones, quand il va processer un peu cette image-là, il va voir ces parties caractéristiques du chimpanzé. Il va dire, ok, moi je suis sûr à 99% que c'est un chimpanzé. Du coup, ça c'est pas c'est quelque chose sur lequel on veut lutter. Et donc c'est un intérêt des GAN, c'est qu'ils arrivent à la fin à discriminer la donnée. Donc on va passer à quelques exemples de ce qui est réalisé en ce moment avec les GAN. Les principaux domaines dans lesquels c'est utilisé, c'est l'image, la vidéo et l'audio. Donc par exemple avec des générations de visages qui ont été faites du coup en 2017 par Nvidia, qui sont quand même flippantes. Enfin, c'est pas des mecs ça du coup? C'est des gens inventés quoi. Ouais. Donc il y a un domaine qui est le text-to-image, c'est-à-dire on a une phrase et on va essayer de créer une image à partir de cette phrase. C'est un enjeu, par exemple, si on veut générer automatiquement des films.
assez convaincant pour le peu d'informations qui est donné au GAN. Et enfin, il y a Google, enfin DeepMind, qui a publié ce qu'ils appellent WaveNet. Et donc du coup, ça c'est l'échantillon vrai. Ok, et ça c'est généré par un ordinateur. Du coup, on est loin de. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé la version actuelle vous tapez un texte et Google vous le dit, qui est assez horrible. Là, on tape sur des choses qui sont vraiment beaucoup plus haut niveau et beaucoup plus convaincantes. Ok. Du coup, maintenant, on va expliquer intuitivement comment ça marche, un GAN. Donc, pour ça, on va d'abord en fait expliquer comment ça marche un réseau de neurones traditionnel. Donc, un réseau de neurones traditionnel, donc, imaginons qu'on a ce chien dans une image et on veut détecter sur l'image où est situé le chien. Donc, on va passer en fait l'image dans un réseau de neurones. Et ce réseau de neurones, c'est quoi? En fait, c'est une succession de transformations mathématiques de l'image qui vont du coup donner un output. Donc l'output, ce sera ici par exemple, donne-moi les 4 coins du rectangle dans lesquels se trouve le chien. Donc les architectures des réseaux c'est des chercheurs qui travaillent dessus. C'est en fait principalement pour des images, c'est travailler sur des zones de l'image, essayer de traduire la composante spatiale de l'image en faisant passer en fait des filtres dessus. Et donc du coup, à la fin, en sortie du réseau de neurones, le réseau de neurones nous donne une boîte dans laquelle il pense que le chien est. Donc parfois sur le haut c'est convaincant, parfois sur le bas c'est pas convaincant. Et donc du coup, comment il s'entraîne? Donc il y a deux phases dans un réseau de neurones, c'est une phase d'entraînement puis une phase de prédiction. Donc dans un premier temps, on va avoir en fait des données qui sont ce qu'on appelle labellisées, c'est-à-dire qu'on va déjà avoir une boîte qui est faite par un humain qui a dit ok, le chien sur cette image il est ici. Notre réseau de neurones, on va lui passer cette image et lui il va essayer de prédire la boîte. Au premier essai, il va dire ok, le chien il est là, c'est pas satisfaisant du tout, donc en fait on va essayer de mesurer comment ce n'est pas satisfaisant. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la loss, donc la perte. En fait, quand on définit un réseau de neurones, on définit donc cette perte qui dit ok, c'est une mesure de ma satisfaction de l'output du réseau de neurones. Donc la deuxième étape, c'est de dire ok, j'étais mauvais sur le premier essai, j'ai mis une box un peu n'importe où, comment je peux m'améliorer. Donc on a vu précédemment qu'un réseau de neurones, c'était une suite d'opérations mathématiques. Et en fait, ces opérations mathématiques, il y a un certain nombre de paramètres dans ces opérations. Du coup, l'idée, c'est d'optimiser ces paramètres pour répondre à notre tâche. Et donc, c'est ce qu'on appelle comment je peux m'améliorer. Il y a une opération mathématique qui existe et qui s'appelle la backpropagation. C'est-à-dire, ok, j'ai un input, j'ai sorti un output. Le vrai output, c'est celui-là. Je vais modifier en fait les paramètres dans mon réseau pour que je me rapproche de ce qui était vraiment à produire. Et donc du coup, il va réessayer et a priori, dans l'idéal, la boîte se rapproche et on obtient un meilleur résultat. Donc maintenant, les GAN, en fait, il va y avoir donc, deux réseaux qui vont s'affronter pour l'entraînement. Donc traditionnellement, il y a un seul réseau qui s'entraîne sur un dataset qui va produire tel résultat, et là, en fait, on va avoir deux réseaux qui vont se combattre l'un l'autre. Donc ces deux réseaux, c'est le générateur et le discriminateur. Donc on va faire une petite image pour expliquer comment ils se battent. On va dire que le générateur, c'est la mafia italienne, et elle veut générer en fait des faux billets de banque. Ok. Et le discriminateur, c'est la police, et justement elle veut dire ok, ça c'est un vrai billet, ça c'est un faux billet. Donc la police, elle a déjà un billet de banque. Alors elle sait à quoi ça ressemble, du coup elle sait ce qu'elle doit valider. Et là le générateur, lui, il ne sait pas encore ce qu'il doit faire, ce qu'il doit créer. Il a peut-être une vague idée, du coup au premier essai il va faire un truc un peu moche. Il sait qu'il doit mettre
une image au milieu, un signe de dollar, mais bon, ça va pas être convaincant du tout. Du coup, la police va dire c'est même pas de doute, quoi. Au deuxième essai, du coup, il va essayer de comprendre, il va voir qu'il y a une structure, il va placer peut-être des 1, des valeurs sur les trucs, il y a toujours une image qui est un peu plus performante, quoi, un peu plus précise, mais bon, c'est toujours pas convaincant. Et au troisième essai, enfin, quand je dis troisième essai, c'est beaucoup plus d'essais, hein. C'est pas le troisième exactement. Au troisième essai, il va produire quelque chose qui est quand même beaucoup plus convaincant. Et là, c'est là où le moment où la police va dire, ok, je ne sais pas exactement. Et en fait, c'est la partie intéressante du GAN. Pourquoi? Parce que les deux vont apprendre. Les deux vont apprendre pourquoi? Parce que la police, par exemple, elle va s'intéresser, je sais pas, au grammage du papier, alors qu'avant, elle n'avait pas à s'en préoccuper. Et du coup, elle va avoir en fait une série de tests supplémentaires qui dit, ok, bah, si le grammage du papier il est pas bon, moi, genre, je sais que c'est pas un vrai billet de banque. Et le générateur, justement, il va pouvoir s'entraîner sur des sujets qui sont beaucoup plus précis, le grammage du papier, la couleur de fond du billet de banque, des choses comme ça. Et donc du coup, comment ça marche en pratique? Quelles sont les étapes de l'algorithme d'entraînement? Donc la première étape, c'est de dire, ok, ma police, elle veut déjà un vrai billet de banque pour savoir à quoi ça ressemble. Je m'entraîne et a priori, je sais qu'il est vrai. Donc du coup, je veux que ma police s'entraîne à dire, ok, ce billet de banque, il est vrai. Ensuite, je veux que mon générateur apprenne à reconnaître du coup des billets de banque. À générer des billets de banque, pardon. Donc du coup, en fait, en entrée, on va lui passer un bruit. Donc c'est par exemple 100 valeurs entre 0 et 1. En fait, il va se baser sur ce bruit pour générer un output. Donc il génère son faux billet de banque. Et ce faux billet de banque, en fait, on le donne à la police pour qu'il estime si oui ou non c'est un vrai billet de banque. Et à partir de ce moment-là, donc le discriminateur, donc la police, va dire ok, c'est pas un vrai billet de banque, et on refait tout ce travail de ok, pourquoi c'est pas un billet de banque, qu'est-ce qui fait que j'étais pas convaincant quand je disais que c'était un billet de banque, et je calcule la loss, je fais la backpropagation, donc j'améliore mes paramètres, et à l'itération suivante, je propose des résultats qui sont potentiellement plus convaincants. Ok, du coup maintenant on va passer un peu à la partie plus technique, donc on va faire un peu de code. Est-ce qu'il y en a qui veulent que je fasse un rappel de comment Keras fonctionne à peu près? Ouais, ok. Donc du coup, Keras, c'est une librairie Python qui en fait est une surcouche de TensorFlow ou de Theano. Ça permet en fait de créer des réseaux de neurones beaucoup plus facilement sans avoir à se préoccuper de toute la forme des tenseurs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? En gros, on va créer un modèle. Donc le processus, c'est créer l'architecture du modèle, ensuite entraîner le modèle, avec certains paramètres qui sont notamment l'optimiseur, donc comment vous allez optimiser vos paramètres suivant quel procédé mathématique, et la loss, c'est-à-dire quels paramètres vous prenez en compte. Certaines loss sont mieux que d'autres pour certaines tâches. C'est pas forcément le sujet ici. Ensuite, après ça, une fois qu'on a défini l'architecture et l'optimiseur et la loss, on va s'entraîner sur un échantillon de données. Et dans un second temps, on va essayer de prédire l'échantillon de données test. Donc du coup, comment ça se passe en Keras? Donc, il y a deux choix possibles en fait pour créer l'architecture du modèle. Donc il y a ce qu'on appelle l'API fonctionnelle ou séquentielle. Donc l'API fonctionnelle, c'est de dire, ok, à chaque fois en fait, je sors en output une variable et je passe cette variable à l'étape suivante, dans la couche suivante. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet notamment en fait, d'extraire des valeurs à des étapes intermédiaires. Si vous voulez récupérer la valeur de l'output au milieu du réseau, avec ce type d'API, vous pouvez en fait l'avoir. Vous pouvez l'obtenir parce qu'il y a une variable qui existe. Là, j'ai mis toujours les mêmes noms pour les variables, x, mais a priori, si vous mettez des noms différents à chaque fois, les variables sont toujours définies, donc vous pouvez récupérer les valeurs en output. L'API séquentielle est un peu plus, on va dire, clean, c'est beaucoup plus facile à lire peut-être, mais il y a moins de moyens de récupérer, c'est beaucoup plus compliqué en fait de récupérer les valeurs intermédiaires. Si on veut faire ça, il faut donner des noms aux couches, récupérer par le nom de couche l'output qui est fourni, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'idée c'est d'avoir un input, une série de couches, un output,
Et en fait, notre modèle, c'est ça. Ensuite, on définit donc un optimiseur. Donc, c'est en gros quel algorithme mathématique vous voulez utiliser pour optimiser vos paramètres. Donc, c'est des gradients de descente, des trucs comme ça. Et on passe, en fait, on fait un modèle.compile qui permet de dire, OK, je veux cette architecture avec cet optimiseur et cette loss. Ensuite, pour le training, il y a deux options possibles. Fit, qui prend en paramètre tout le dataset et qui, du coup, peut être un peu coûteux en mémoire vive. Ou justement, quand par exemple, on processe des images, on préfère train on batch, parce que justement, ça permet de limiter la mémoire vive utilisée et en fait de continuer l'entraînement. Et enfin, pour prédire un output, le modèle.predict. Ok. Du coup, on va parler en fait de l'implémentation déjà classique qui a été faite par Ian Goodfellow dans son article. Donc, les deux éléments de base d'un GAN, c'est le générateur et le discriminateur. Donc, le générateur, je vais peut-être aller là. Donc, le générateur, on sait qu'il veut sortir un output qui est une image, enfin, entre autres, parce qu'il a été écrit, ce modèle, en fait, Goodfellow l'a fait sur MNIST. Donc, du coup, on veut générer des images de nombres. MNIST, c'est un dataset avec juste en noir et blanc, avec des chiffres écrits à la main. Donc, du coup, on veut générer des chiffres à la main. Donc, du coup, on veut un réseau de neurones qui soit capable de générer des images, donc a priori un réseau de neurones convolutionnel. Donc, du coup, on prend une succession de couches convolutionnelles et notre output, a priori, c'est quelque chose qui est la shape, la taille d'une image en sortie. De l'autre côté, notre discriminateur, on veut qu'il sorte vrai ou faux. Donc, du coup, l'output, ça va être une couche dense avec un seul paramètre, du coup, et la valeur, elle va valoir 0 ou 1. Donc, du coup, le jeu, en fait, les GAN, c'est un jeu entre le générateur qui veut maximiser, en fait, qui veut arriver à cette équation ici, c'est-à-dire, ok, j'ai un bruit en entrée, je génère une image à partir de ce bruit-là, et je veux que le discriminateur, quand il voit cette image, il me réponde que c'est une vraie image. De l'autre côté, le discriminateur, lui, il veut que quand il rencontre l'image générée par le générateur, bah, ce soit une fausse image, et que quand j'ai une vraie image, je renvoie un. Donc je renvoie que c'est une vraie image. Donc du coup, l'entraînement, donc... Oula, non, c'est bon. L'entraînement, comment ça se passe? Donc le process, c'est je crée des images par le générateur. J'entraîne mon discriminateur à la fois sur le vrai dataset, c'est-à-dire le dataset de vraies images et d'images générées. Et l'output, il est différent. Pour les images qui sont réelles, je veux des 1 qui sortent. Pour les images générées par le générateur, ici, je veux que ce soit des 0 qui sortent. Et ma loss, c'est OK, à quel point je me suis égaré sur l'un ou l'autre. Ensuite, le GAN, en fait, donc on veut répondre à cette équation dans la partie d'entraînement du générateur. Comment on fait la partie d'entraînement du générateur? En fait, on va dire que le discriminateur, il ne bouge plus. Les poids sont gelés. Du coup, il prend une décision et on ne va pas changer, on ne va pas s'entraîner sur la décision qu'il prend. On va juste s'entraîner sur la partie générateur du modèle. Donc du coup, on va prendre un bruit en entrée et en fait, on va dire, ok, je veux que mon générateur en sortie, il me sorte un valide Y, c'est-à-dire qu'il me sorte des 1. Donc du coup, ce qui se passe... Ouais, vas-y. Ça fait quoi pour le discriminateur si tu lui dis c'est plus important la perte sur le réel que la perte sur le fake? Parce que là, tu fais une moyenne des deux, tu fais 0,5 fois 2. Ça veut dire que c'est la même importance de perdre sur... de dire un vrai est un faux plutôt qu'un faux est un vrai. C'est la même importance. Ça change quoi de changer cette importance? Je sais pas. Après, ça dépend si... Enfin, je pense que c'est une question de toi vis-à-vis de ton problème. Si tu préfères que tu aies des faux positifs ou des faux négatifs. Si tu considères... Parce que là, du coup, tu auras autant potentiellement de faux positifs que de faux négatifs. Du coup, si tu veux limiter le nombre de faux positifs, bah, tu auras peut-être plus de faux négatifs, mais au moins, enfin, tu vois. Tu fais la détection de missiles.
Si tu veux des tests SIDA, contre le sida, des choses comme ça, tu préfères qu'il y en ait plus qui sortent positifs, quitte à refaire un examen derrière, etc. Je pense que ce facteur-là, du coup, il est à ce niveau-là. Du coup, à la fin, on a entraîné notre générateur, on repasse le discriminateur à true, enfin l'entraînement du discriminateur à true, parce que justement on va repasser dans cette boucle-là, et on veut justement updater la manière dont le discriminateur arrive à séparer les images vraies des images fausses. Je s'entraîne l'un puis l'autre. Ouais. Ok. Donc toujours les mêmes équations pour les deux. Donc depuis, il y a eu des petites variations en fait qui ont été faites à partir de cet article. Donc les trois majeurs, le premier c'est les conditional GAN, c'est-à-dire donner en fait un paramètre d'input de contexte à la fois au discriminateur et au discriminateur, à la fois au générateur et au discriminateur. Ça a un intérêt notamment si je veux un GAN qui génère par exemple des chats et des chiens. Je veux par exemple donner un contexte d'information que cette fois-là je voudrais un chat. Je rajoute une variable qui dit ok cette fois je veux un chat et la fois d'après je dis je veux un chien. Les types convolutional GAN, donc du coup en fait ils ont mixé en fait des architectures de réseaux de neurones assez lourdes en termes d'image et avec le principe des GAN. Du coup c'est ce qui permet notamment de faire les visages que vous avez vus plus tôt. Et ensuite les Wasserstein GAN. En fait, il y a un souci de convergence assez récurrent sur les GAN. Il y a un certain nombre de types qui existent. Les Wasserstein GAN servent en fait à modifier en fait la loss associée au GAN pour obtenir en fait en moyenne une convergence qui est plus durable. Parce que parfois les outputs en fait passent de puits en puits et ils convergent jamais. Du coup, ça permet notamment de régler ce problème. Ok, du coup, maintenant je vais vous parler d'un article que je suis en train de faire. En fait, l'idée, donc c'est un article, c'est une publication scientifique qui est sortie en 2017, qui est faite en PyTorch. Moi, j'essaie de la recoder en Keras. Donc ça, c'est l'output de mon réseau. L'idée de l'article, c'est j'utilise les GAN pour faire du deblurring d'image. Comment ? Donc du coup, à gauche, on a tout un dataset qui a été blurré par des process mathématiques artificiels, fake. L'idée, c'est du coup qu'on a un dataset avec des images nettes et des images blurrées et qu'on recrée en fait l'image nette à partir de l'image blurrée. Donc du coup, ça c'est l'output que j'ai eu récemment. Donc du coup, comment ça marche ? La structure du réseau est un peu plus complexe. Donc le générateur, c'est en fait, il s'inspire du ResNet. Le ResNet, c'est quoi ? En fait, l'idée, c'est on va ajouter des couches, mais on va garder à l'output de la couche, on va ajouter l'input. Comme ça, en fait, on garde une trace en mémoire de l'image originelle. Donc du coup, ce qui se passe, donc on a une input qui est l'input qui est l'image, quoi. On va appliquer des couches convolutionnelles et ensuite on va appliquer 9 rest-blocs. Et le rest-bloc, du coup, il applique un réseau de neurones donc, à l'image, à cet output ici qui est de l'image, et il va ajouter l'input avec l'output. Et ensuite, tout à la fin de ce truc-là, donc on a passé dans tout le réseau notre image, et on va encore ajouter l'input de départ à l'image. Du coup, en fait, l'idée, c'est qu'on va prendre l'image de départ qui est blurrée, et on va lui ajouter en fait des micro-variations qui ont été décidées par le réseau de neurones, et ces micro-variations, on va les ajouter à l'image de départ pour essayer d'obtenir quelque chose de convaincant. Ensuite, on divise par 2 pour justement retomber entre 0 et 1 les valeurs pour les couleurs, quoi. Parce que l'output de ce réseau, c'est 256 avec RGB. Ok, donc ensuite... comment ? T'as rien compris ?
Ouais, T'as une normalisation à faire parce que tu fais des sommes. T'as rien compris de toute l'explication ou juste de la fin ou j'ai pas compris où est-ce que ton image, quand tu reprenais l'image au lieu de la donner tout à la fin de ton réseau, où est-ce qu'elle rentrait en compte? Enfin, et pourquoi tu l'as pas mis? Est-ce que c'est du coup le GIF que tu avais montré là sur le Deep Wave? C'était au reste bloc où tu remettais l'input dedans. Mais ils disent Est-ce que que- le flou, tu perds les détails, donc lui, il régénère, le réseau de neurones régénère les détails qu'il est perdu, donc il ajoute les détails. Ouais, c'est ce que t'as regardé ça. Ça a aidé. Réponse. Non, c'est pas ça. Ok, du coup, ça c'est le papier originel. Et dedans, du coup, tu as l'architecture du réseau. Donc l'idée, c'est, tu vois ici, donc, du coup, tu as l'image de départ qui est blurrée. Tu l'as fait passer dans un certain nombre de couches et tu arrives dans les rest blocks. Okay. Ces rest blocks, ça marche comment? C'est des couches convolutionnelles plus l'input. Okay. Donc du coup, en fait, tu gardes une trace finalement de cette image tout au long du réseau qui est passée justement ici. L'idée, c'est que tu vas faire des modifications sur l'image. Et ensuite, à la fin, donc ici, en fait, tu as un output qui correspond en fait à ta modification totale de cette image via ton réseau. Et tu vas ajouter cet output à l'image de départ. Et donc l'idée, en fait, c'est que ce réseau, il modélise juste la partie deblurring et il ne génère pas ton image. Ok. Ouais. C'est quoi le rapport avec un GAN? C'est quoi le rapport avec? Avec quoi? Un GAN. Le rapport avec un GAN, aucun. Enfin, ça, c'est juste l'architecture du générateur. Ok. Et du coup, ça, ce réseau-là, on va l'entraîner contre un discriminateur. Et du coup, c'est juste une architecture utilisée pour l'un des deux réseaux. Quoi. Ok. Hop. Ok, le discriminateur, donc pareil, il se base sur des couches convolutionnelles et donc toujours un output dense de 1, donc on renvoie une seule valeur en output entre 0 et 1. Donc du coup, pas de point particulier là-dedans. Qu'est-ce qu'il doit discriminer là, cette fois Le discriminateur, en fait, il est entraîné sur... Il dit à quel point la qualité du deblurring est bonne. C'est ça. Il dit, ok, est-ce que je suis une image vraie ou une image fausse? L'image vraie, c'est mon image est sharp, c'est-à-dire mon image est nette. L'image fausse, c'est mon image est blurrée et a été redéblurée à la main. Enfin, à la main, par le générateur. Oui, c'est ça. Est-ce que mon image est blurrée ou non? Ou est-ce que mon image est nette ou non? Donc du coup, on définit pareil un certain nombre d'optimiseurs en fait, il y a un point particulier sur ce deblurgan, c'est la loss du générateur. La loss du générateur, en fait, elle est double, c'est-à-dire qu'elle se base à la fois sur est-ce que l'output de mon générateur est visuellement proche d'une image sharp et est-ce que le discriminateur a été trompé. Donc ça permet en fait d'avoir une amélioration à la fois sur justement la partie j'arrive à tromper le discriminateur, mais ça donne une logique de j'améliore la qualité de l'image pour se rapprocher de mon image nette. Tu as des fonctions ça, qui te disent à quel point une image est sharp? Je la compare avec l'image réelle. Je la compare avec l'image réelle. En fait, dans mon dataset, j'ai les images réelles, les images blurrées. Donc du coup, je peux faire... L'input, c'est l'image blurrée et l'output, c'est l'image déblurée. Pour le discriminateur. Pour le générateur. L'input, c'est l'image blurrée. Le discriminateur, il a que l'image blurrée. Il vote sur l'image blurrée, il fait un score sur l'image blurée. Sur une image, et Par il dit contre, si elle est blurrée. ce que dit Raphaël, c'est que tu as en plus de la loss du discriminateur, si tu l'as compris, tu as aussi la loss de à quel point l'image est En proche fait, de l'image réelle. tu passes l'image blurrée dans le générateur, tu obtiens une image déblurée, puis tu le passes dans le discriminateur et tu obtiens un oui ou non. Et ta loss, en fait, elle dépend à la fois de
comment est mon image déblurée par rapport à la vraie image nette, correspondante à l'image de départ, et comment décider le discriminateur. C'est un GAN plus un Ok, d'accord. autre truc. Oui, en fait, ta loss dépend de l'image de départ. Et les fonctions de blur, c'est des trucs genre type Photoshop. Non, c'est en fait, tu appliques un kernel à une image. Genre, du coup, tu génères par exemple un truc de taille 4x4 avec des paramètres, tu vois. Et en fait, tu fais passer sur ton image. C'est un type de blurring quand même très, très spécifique. Dans C'est le pas... CR, c'est vraiment c'est un type. Photoshop, c'est du. Je sais pas. Enfin, je sais pas Photoshop ce qu'ils font. Tu Mais, as plusieurs façons de blurrer une image et là ça correspond à un type de blurring qui n'est pas forcément le même que tous les autres. Quand tu vas avoir une photo blurrée que tu as vraiment faite toi, ça ne sera pas forcément comme un blurring carné. mais a priori, il y a quand même une transformation mathématique qui fait que. La Tu question vois c'est si tes images blurrées, elles ont pas la même. Là, c'est dans ton dataset, toutes les images Non. blurrées ont le même Non. blurring, non? Non. Il y a des kernels différents sur les images blurrées. Et il arrive quand même à trouver. Ça Ouais. C'est quand même une supposition forte sur le blurring, que c'est pas une Non, parce que information random finalement, le qui fait- kernel, les valeurs du kernel, tu peux. Ouais, mais Ils c'est le font, le kernel en fait, qui ils va- tracent le mouvement correspondant à ce blurring-là. Le mouvement qu'aurait fait la caméra. Du coup, Ouais, t'as c'est un des- truc random. C'est le même kernel qui traverse toute l'image. Ouais. Je fais pas à moitié d'image avec un truc et l'autre truc. Non. L'idée c'est d'avoir un blurring qui serait proche de celui que tu aurais toi. Celui que, en prenant ouais, un c'est ça photo. que toi t'aurais en prenant une image. C'est soit ta caméra qui bouge, soit ta caméra qui n'a pas le bon focus par rapport à une distance, ça fait pas les mêmes blurs. Je pense que c'est surtout une histoire de bouger. Enfin, j'en suis sûr. Par contre, si vraiment tu veux à tout prix blurrer ton image à la main, tu peux faire en sorte de complètement être indétectable par ton truc. Si tu dis je blur une partie comme ça, une autre comme ça, une autre comme ça, une autre comme ça, ton GAN il reconstruira jamais l'image. Oui, bah. Ouais, mais du coup, c'est pas le use case, je pense. Non, mais ouais. A priori, quand tu prends une photo, le même blurring est partout, quoi. Là, ton use case, c'est typiquement j'ai une photo complètement blurrée, qu'est-ce qu'il y a écrit sur la plaquette de simulation? J'ai une photo, ouais, c'est ça. J'ai une photo que j'ai prise depuis un train. Elle est floue parce qu'on avance en même temps. Et, Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le panneau? et donc, du coup, la période d'entraînement du coup de tout le réseau, c'est donc je génère en fait j'ai mon échantillon avec des images qui sont blurrées et des images nettes. Je prédis à partir des images blurrées des nouvelles images. Okay. Et en fait, je vais entraîner, entraîner plusieurs fois le discriminateur sur ces images, sur les images nettes, sur les images déblurées. Pourquoi on fait ça? Justement, c'est une question de stabilité. L'idée, c'est que les GAN, donc les deux réseaux, ils s'affrontent. Et on veut qu'en fait, il n'y en ait pas un qui devienne excellent et l'autre nul, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait un affrontement. Du coup, en fait, l'idée de ce truc-là, c'est en général le discriminateur a un peu plus de mal, donc on l'entraîne un peu plus pour justement contrer le fait et le faire rester dans la course. Et ensuite, donc on set la partie du discriminateur où on ne peut plus entraîner, on entraîne le générateur et c'est fini. Et du coup, on obtient en output ce qui était dans le slide précédent. Une question. Voilà. Ouais, vas-y. Dans la De toute façon, pratique, c'est le temps des... Dans la pratique, tu es obligé toi-même de lancer d'abord l'entraînement du générateur, l'entraînement thermique, puis tu récupères les poids du générateur, tu génères des trucs pour entraîner le discriminateur, et tu lances à la main l'entraînement du discriminateur, ou je veux dire, est-ce que tu lances un script qui va faire ça en rond, ou c'est toi à la main qui va monitorer à chaque fois les résultats? Ça, c'est du... En fait, sur chaque époque, tu entraînes l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Une fois. Il a défini les modèles en amont, mais après, quand il fait une boucle, Ouais, ça je le lance. Enfin, ça, c'est mon fichier train.py. Je fais Python train.py et il est parti pour 10 000 époques, quoi. Comment tu monitores justement les performances? Quand tu as remarqué que le générateur il était plus performant que En fait, du coup, j'écris dans les fichiers en fait l'évolution des différentes losses. Ok. Comme ça, je peux monitorer. Sinon, il y a un truc qui s'appelle TensorBoard, qui, je sais pas si c'est disponible en Keras. C'est dispo. Et en fait, l'idée c'est que sur TensorBoard, je peux te montrer peut-être un exemple.
Tu vois l'évolution de ta loss. Tu as un board qui te dit, ok, tel paramètre, enfin, telle loss elle évolue comme ça, tel paramètre il évolue comme ça. Tu retiens du coup tes résultats époque par époque pour pouvoir. Ouais. Genre si tu veux couper un moment et dire ok bon là Bah, je déjà, j'arrête. je vais essayer de surveiller que, tu vois, en fait, tu vois, tu as des outputs comme ça de graphes qui te disent ok la loss évolue dans ce sens-là. Et moi du coup j'écris dans le fichier parce que comme ça je peux récupérer le fichier parce que sinon j'ai aucun moyen de savoir comment évoluer la loss. Tout ça intéressant, c'est que tu as plusieurs losses en plus là. Ouais. Tu peux les traquer en même temps. Oui, je peux traquer toutes les loss. Enfin, Et tu l'as rené, enfin tu le faisais sur ton PC. non, je l'ai rené sur une instance AWS Tu fais ça sur GPU. pendant, tu fais ça sur GPU pendant environ 6 heures. Ça coûte combien du coup? Ça Ça coûte coûte combien? 6 euros, Ça coûte 1 dollar de l'heure. Ça t'a coûté 6 euros de faire l'entraînement. Non, parce que, enfin, du coup, j'ai fait plusieurs séries d'entraînement parce que ça marchait pas tout le temps. Ça coûte cher ta formation. Et ouais, c'est des bonnes machines. Enfin, genre. T'as une GPU, 70 $. Tu avais combien d'images à peu près, combien d'époques? Combien d'images? Environ 1000. Combien d'époques? Environ 50. Mais ouais, les instances GPU, on les a testés nous sur le projet et ouais, c'est des grosses GPU, ça marche. Bon, t'as un speed up de 50 fois par rapport à ton Mac. C'est surtout, ouais, si je voulais acheter moi une machine à GPU pour faire du code dessus, des trucs, je sais pas quoi, je sais plus, ça me coûte quand même beaucoup plus cher. Quoi. Bah, Ouais, oui. c'est des GPU beaucoup plus forts que ceux que t'as. Enfin, c'est vraiment intéressant de partir sur le cloud pour faire le calcul GPU que de s'acheter une machine dédiée à ça. Ça fait combien de temps que tu. L'idéal, c'est un peu. Ouais, mais celle qu'ils ont, c'est celle qui elle coûte 3-4 000 balles. Et t'as les instances P3, elles coûtent, je crois, dans les 10 000 balles. Enfin, ouais, tu peux. Surtout c'est un coup de maintenance. Je sais pas si t'as vraiment- Réserver une instance GPU, tu fais lancer avec ton machine. C'est 1 dollar de par rapport à un prix d'acquisition qui est de 5 000 $. Enfin, surtout en plus du GPU, il faut que tu aies un processeur, de la RAM. Mais bon, si tu traînes des trucs 20 plus dans le H24. Faut pas oublier la couper. Vous avez fait ça sur AWS du coup? Ouais. Y a pas, les autres clouds, ils sont pas bien en termes de GPU. Je sais Si, pas. le GCP il fait pareil, mais c'est les mêmes prix à peu près. De toute façon, il n'y a pas de magie. De toute façon, faites ça en bidding. De toute façon, faites ça en... Hop, nous, on avait pris l'instance comme ça. Vous l'avez réservé ou... enfin, vous faites- Non, non, Ouais, tu la lances. en fait, tu lances une instance, tu l'arrêtes quand tu as plus besoin. Tu payes pas genre, à la Parce que semaine ou à tu l'année. l'achètes aux enchères du coup. Ouais. Les Non, prix c'est- sont forcément équilibrés avec les autres. Les trucs spot, le problème c'est que tu risques de te la faire pérempter, non? Ouais. Bah, tu mets un prix maximal. Au bout d'un Ouais, moment, mais elles sont en général 10 fois moins chères que les instances pas spot. Mais si tout d'un coup il y a un surge parce que AWS a perdu une région, je sais pas quoi, c'est les on-demand qui sont prioritaires et toi ton prix va exploser. Et du coup t'es coupé. T'as le droit à 5 minutes je crois avant la coupure. Tu te laisses 5 minutes pour clôturer ton truc. Donc si par exemple c'est le moment dans 5 minutes qui je suis en train de perdre mon instance, vite j'envoie mes poids dans un fichier je sais pas où et puis hop, enfin si je les ai déjà sur S3 ou je sais pas où, tranquille. Ouais, Du coup, là, si tu veux le faire en CPU sur ton ordi, c'est En quoi? En CPU sur ton ordi, c'est t'auras fait combien de temps? En gros, 50 fois plus longtemps. 50 fois. Bah, t'as un problème de- Il a une machine 100 Go de RAM. C'est pas comme Non mais Nokia, attends, c'est déjà genre pour loader les 1000 images, je pense mon ordi, Tu penses? Ouais. il rame quoi. Ça dépend. J'ai 8 gigas, moi, j'ai pas de GPU sur mon ordi. C'est quoi la qualité de tes images là? je pensais que c'était la mémoire GPU. C'est des images 256 very size quoi, en 256. Et en termes de couleur, c'est pareil, RGB. Enfin, 3 x 128. 256. 3 fois 128. 256. Si tu prends les couleurs entre 0 et 128. 256. Entre 0 et 256, c'est quoi? Ouais, parce que c'est un leçon du coup. Ouais. Ok, bah, good. Et donc sur les petits problèmes de convergence, tu as rencontré des soucis ou t'as des tips à nous donner si on veut entraîner des gars? Ouais, il y a un repo GitHub. Ah, mais attends, j'ai une. Par exemple, pour ton générateur, il ne te génère pas toujours la même image. C'est comme ça, intuitivement, j'aurais dit que tu vois, il va commencer à générer un billet et il va raffiner le même billet, mais il va pas te générer. Parce que j'entraîne sur des images différentes. En input, je donne des images différentes. Du coup, l'image, ça fait le bruit que tu envoies.
Ouais, enfin, sur Dans ton générateur. Non, en fait, moi, mon bruit, le bruit qui était présenté, moi, je donne une image blurrée en input. Ah non, pas pour le déblurring, Pour juste. le premier truc avec les billets de banque. Oui, le risque, c'est que. Enfin, c'est d'ailleurs un des enjeux des GAN, c'est que ils ont tendance à pas avoir un pool de génération varié. Ouais, il trouve le truc qui génère bien et il dit Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, si je sais tu faire vas bien, trouver, il- un billet. le sud 5 $, il est C'est facile pour à ça faire. que je c'est fais pour que ça des que c'est pour ça que l'intérêt des conditional GAN, des choses comme ça permet un peu de diversifier ce que tu veux. Autre question plus culture générale. En ce moment, c'est la foire dans les médias sur les deepfakes. Est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est pour les J'ai faits- pas, les faits de j'ai GAN. pas des- j'ai pas Tu vois ce que testé. c'est? Oui, je sais, c'est tu ancres le visage de quelqu'un sur ta tête. Genre, est-ce que J'ai tu pas peux regardé. faire est-ce que tu peux faire des deepfakes avec des GAN? J'en ai aucune idée. C'est quoi le deepfake? C'est gros, sur une vidéo, changer le visage d'une personne par le visage d'une autre personne. C'est un face swap sur une vidéo. Mais qui est réaliste. Très réaliste. C'est un filtre invisible. Trop réaliste. On met ta tête sur les mecs qui font comme ils veulent. En pratique en ce moment, c'est plutôt des célébrités qui se retrouvent Ouais, dans c'est des vidéos, Nicolas Cage, Obama, des choses comme ça. C'est sa belle vidéo, pardon. Obama, ouais. Donc il y a des. Voilà. On en parle beaucoup pour des répercussions éthiques / politiques. en ce moment. Tu as d'autres questions? Non. Du coup, j'ai mis, je partagerai, c'est des liens hypertexte. Du coup, je partagerai les slides donc pour y accéder. Yes. Voilà. Merci beaucoup.